Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous santé et bien-être. Notre émission est coproduite avec le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Et toute cette semaine, nous parlons de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie du sang, une maladie tropicale qui touche plus de 12% de la population ivoirienne. Nous sommes en compagnie du docteur Youssouf Diomandé, médecin résident. Je rappelle, docteur Youssouf Diomandé, que vous êtes également le président du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, notre partenaire. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer la prise en charge du malade de la drépanocytose. Mais pourquoi ne parlez-vous pas de traitement? Nous parlons de prise en charge de la drépanocytose et non de traitement parce que le traitement est un aspect de la prise en charge. Donc, parler de traitement, on se limite dans la prise en charge. Ça serait réducteur justement en sachant bien que la drépanocytose, on n'en guérit pas et que finalement, il y a d'autres façons justement de pouvoir se faire prendre en charge et d'avoir une qualité de vie beaucoup plus agréable. Alors, où se fait aujourd'hui la prise en charge du malade de la drépanocytose en Côte d'Ivoire? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que tout médecin généraliste déjà a la possibilité de faire la prise en charge d'un drépanocytaire. Dans n'importe quelle unité? Dans n'importe quelle unité, dans n'importe quel centre de santé en Côte d'Ivoire. Toute la question, c'est de poser déjà le diagnostic. Et de bien le poser. Et de bien le poser. Et là, tous les centres de santé, notamment les centres qui n'ont pas de laboratoire d'analyse biologique, n'ont pas la possibilité justement de pouvoir poser le diagnostic de la drépanocytose. Donc, je vous dirais que dans ces centres-là, le problème n'est pas lié au personnel soignant, aux médecins qui ne peuvent pas faire la prise en charge. Bien sûr, ils peuvent. Le problème est lié au diagnostic. Mais quand on a déjà le diagnostic, tous les médecins ont la possibilité de faire la prise en charge de la drépanocytose, une fois qu'on a le diagnostic. Mais au-delà de ça, nous avons des services spécialisés, tels que les services d'hématologie. À Abidjan, actuellement, le CHU de Yopougon est en rénovation. Le service d'hématologie s'est délocalisé au CHU de Cocody. Donc, à Abidjan, actuellement, au service d'hématologie de Cocody, au CHU de Cocody, on a la possibilité de se faire prendre en charge. Il y a aussi le CHU de Boaké qui a aussi la possibilité, et tous nos hôpitaux régionaux et généraux qui ont la possibilité de faire la prise en charge. À travers le pays. Voilà. Alors, en quoi ça consiste la prise en charge d'un malade de la drépanocytose? Alors, pour être pédagogique, je vais aller d'étape en étape. La première des choses déjà, c'est de poser le diagnostic. Une fois qu'on a déjà posé le diagnostic, on sait que la personne est en train de faire la maladie, on a catégorisé le type de drépanocytose. Est-ce une forme simple? Est-ce la forme grave? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de faire le bilan du terrain. Le bilan du terrain consiste justement à faire des bilans en tenant compte des organes qui ont la possibilité justement d'être atteints par la drépanocytose, notamment les yeux, notamment les os, notamment le rein. Donc, tous ces organes-là nécessitent justement un bilan de terrain. Bilan également du sang pour savoir quel est le taux d'hémoglobine. Donc, tous ces bilans, quand on a fini de les réaliser, ça nous permet justement, ça permet aux médecins d'avoir un statut du drépanocytaire. Et une fois qu'on a le statut de drépanocytaire, automatiquement, c'est là que toute la prise en charge va commencer. Donc, la prise en charge consiste essentiellement à faire la prise en charge symptomatique. C'est-à-dire, si la personne présente des infections, on va traiter l'infection. Si la personne présente des anémies, on va traiter l'anémie à partir des médicaments qu'on connaît. Si la personne présente déjà des problèmes au niveau des yeux, on va déjà prendre des mesures qui permettent de réduire ces complications. Donc, voici en quoi consiste le traitement de la personne. Sans oublier justement que quand on a la maladie, on fait appel aux parents justement à l'effet de faire aussi leur diagnostic. Parce que je l'ai dit dans les émissions précédentes que la transmission était héréditaire et que ce sont les parents qui donnaient la maladie à leurs enfants. Donc une fois qu'il y a un enfant en train de faire la maladie, soit c'est le père, soit c'est la mère, ou soit ce sont les deux. Donc on fait aussi un bilan au niveau des parents pour savoir exactement qui est porteur de la maladie qui a transmis à l'enfant. On a parlé des différentes étapes de la prise en charge de la drépanocytose. Qu'en est-il du suivi du malade? Voilà. Ce que je n'ai pas dit dans la prise en charge, c'est qu'une fois qu'on a posé le diagnostic et quand on a fait les bilans du terrain et qu'on a évalué les parents pour savoir qui était le porteur du gène, il y a ce qu'on appelle le dossier médical du malade. Donc, il y a un dossier qui est ouvert. Et justement, dans ce dossier, tout est notifié.
le stade de sa maladie, les complications probables, les bilans qui ont été réalisés. Et c'est à travers ce dossier médical, justement, après un conseil qu'on va revenir là-dessus après, c'est à travers ce dossier médical maintenant qu'on va donner le profil drépanocytaire de la personne. Ce profil drépanocytaire va nous permettre justement de savoir c'est quelqu'un qui fait des formes graves, c'est quelqu'un qui fait fréquemment les crises, bien sûr tenant compte des facteurs de risque que je n'ai pas peut-être cités, qui sont le froid, notamment le froid humide, qui sont le stress, l'activité physique intense et les infections, comme je l'ai dit, donc l'hyperthermie, des personnes qui vont avoir de la fièvre. Donc, une fois qu'on a déjà maîtrisé tous ces éléments, la prochaine étape, justement, à travers le dossier médical, c'est de faire le suivi de la personne qui va passer déjà en lui donnant des conseils, en lui disant exactement ce qu'il a, ce que ça représente, les complications auxquelles il est exposé. Et à partir de là, les anomalies qu'on aurait constatées justement dans son bilan de terrain qu'on a réalisé, si c'est quelqu'un qui est en train de faire de l'anémie, comme je l'ai dit, on lui donnera des traitements. Si c'est quelqu'un qui est en train de faire une infection, on va traiter son infection. Si c'est quelqu'un qui commence à développer des complications, on va déjà prendre en charge ces complications. Et à travers le dossier médical, on fait un suivi. Le suivi consiste en quoi? C'est-à-dire, un malade drépanocytaire, on le connaît, on l'a déjà notifié, on a déjà commencé un traitement. Et on se rend compte que c'est quelqu'un qui fait fréquemment des crises. Et conscient justement de cette réalité-là, chaque fois que la personne fera des crises, la prise en charge devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisée parce que le dossier médical nous permet déjà d'avoir toutes les informations sur la personne. Et en plus de cela, la personne va faire des bilans réguliers. Les bilans réguliers nous permettront justement d'évaluer son état en tenant compte des complications que j'ai citées tantôt. Est-ce que la personne est en train de développer une anémie? Quel est le taux de son hémoglobine, de son taux d'hémoglobine? Est-ce que la personne a commencé à avoir des problèmes aux yeux? Est-ce que la personne a commencé à avoir des problèmes au niveau des articulations? Est-ce que la personne a avoir des problèmes au niveau du rein? Donc tous ces bilans qui se font régulièrement, qu'il soit malade, qu'il fasse la crise ou pas, qui se fait régulièrement, nous permet justement de pouvoir prendre en charge cette personne à travers son dossier médical. Est-ce que la prise en charge d'un malade de la drépanocytose revient cher? Surtout que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Oui, on va dire oui, ça devient cher dans la mesure où, de façon périodique, il y a des bilans à réaliser. Ça devient cher dans la mesure où, pour les cas graves bien sûr, dans la mesure où c'est des personnes qui seront transfusées souvent. Dieu merci aujourd'hui, et nous saluons cet acte du gouvernement, qui a mis la poche de sang à 3 000 francs dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire, ce qui est une très bonne chose. Donc justement aujourd'hui ça permet de réduire un peu les coûts de la transfusion sanguine pour ceux qui font les cas graves. Donc on va dire que ça revient cher parce que c'est une maladie à vie. La personne va vivre avec la maladie tout le temps, c'est quelqu'un qui sera suivi tout le temps, c'est quelqu'un qui fera des bilans tout le temps. Donc c'est clair que ça va revenir quand même cher quand on va tout le temps à l'hôpital parce que ce n'est pas gratuit la prise en charge. Quel est le rôle de la famille dans l'accompagnement d'un malade de la drépanocytose? Question essentielle. Question essentielle dans la mesure où il faut travailler déjà sur la psychologie de la personne qui fait la drépanocytose. Parce que quand on dit à quelqu'un que vous êtes porteur d'une maladie qui ne finit pas et que vous allez vivre avec, c'est difficile de l'accepter. Et que vous devez même faire très attention pour choisir votre partenaire. Exactement. Donc, ça a une implication même de la construction de notre progéniture. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut travailler déjà sur la psychologie de la personne qui est en train de faire la maladie. Deuxième élément, il faut travailler sur la psychologie de son entourage. J'ai parlé tantôt des facteurs de risque. Mais c'est clair que quelqu'un drépanocytaire se retrouve dans un endroit où la climatisation est trop et qui commence à développer la crise. Ceux qui sont autour de lui, s'ils ne comprennent pas forcément son état, c'est clair que ça peut créer des crises. Ceux qui sont à la maison d'ailleurs, il faut en tenir compte aussi parce qu'ils doivent comprendre qu'il y a des tâches ménagères que la personne drépanocytaire ne peut pas faire. En plus de ça, il faut informer l'école parce que un enfant qui est atteint de la drépanocytose, il ne peut pas faire des épreuves physiques. Donc, il faut lui donner un certificat à l'école et surtout, il faut informer l'école de la problématique qu'il présente, du fait qu'il aura des jours où il ne sera pas à l'école quand il aura en train de faire des crises. Si c'est un salarié, il faut informer son patron parce qu'il va arriver des moments, et ce que je n'ai pas dit, c'est que la crise peut durer jusqu'à 6 jours avec des moyennes de 3 à 4 jours. Donc, c'est clair que si c'est quelqu'un qui travaille, arrivé un moment, il va s'absenter à cause de son état de santé qui n'est pas intéressant. Donc, c'est clair que toutes ces questions, il faut faire un travail psychologique sur la personne elle-même pour accepter sa maladie, se faire suivre, prendre correctement ses médicaments et éviter les facteurs de risque. Mais il faut aussi travailler sur tout son entourage professionnel, amical, familial
à l'école toutes ces personnes-là à l'effet de pouvoir savoir que cette personne est porteuse de la drépanocytose, notamment un cas grave, et qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas se permettre de faire avec la personne. Alors, vous qui êtes médecin, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, le malade de la drépanocytose est bien pris en charge? En toute honnêteté, je dirais non. Voilà, ce n'est pas parce que je suis médecin que je dois dire oui. En toute honnêteté, je dirais non. Et je vais donner les raisons. La première raison, c'est que la maladie n'est pas déjà vulgarisée. C'est-à-dire, on n'en parle pas trop. On en parle d'ailleurs très, très peu. Ce qui fait qu'il y a une bonne partie de la population aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs les chiffres qui sont donnés, les 12%, je me dis que c'est peut-être plus. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui ne connaît pas son statut. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les examens, l'électrophorèse de l'hémoglobine n'est pas quelque chose qui est vulgarisé aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas fait de façon automatique. Alors qu'à mon sens, il serait intéressant justement de faire le test de façon automatique à la naissance. Troisième élément, c'est que les parents aujourd'hui se mettent en couple en sachant bien s'ils sont drépanocytaires, oui ou non, que les enfants qui vont venir justement de cette union-là seront malades. Mais qui va avoir des enfants qui seront malades toute leur vie? Donc la question, elle est essentielle. Elle est essentielle et elle va au-delà de l'hôpital. Elle va au-delà de l'hôpital dans la mesure où elle touche les couples, elle touche les familles. Donc les autorités justement doivent s'impliquer à l'effet non seulement de faire une bonne communication autour de la chose. Et je profite de cette partie pour dire que la maladie a été découverte justement depuis 1904 par un médecin américain à Chicago. Et c'est là qu'on a fait la première description médicale. Ensuite, en 1949, et encore un médecin américain, bizarrement, nous qui sommes les Africains qui portons plus la maladie, ce n'est pas nous qui trouvons, mais ce n'est pas bien grave. La science, elle est universelle. La science est universelle. Elle est universelle. Donc, 1949, on a trouvé le lien de la transmission des parents à l'enfant. Donc, depuis 1949, on sait que les parents ont la possibilité de transmettre la maladie à leur enfant. Et c'est en 2008 seulement qu'il y a une Assemblée générale des Nations Unies. La résolution, justement, c'était drépanocytose, priorité de santé publique, que la maladie a été reconnue officiellement. Et que désormais, chaque 19 juin, on a la possibilité justement de faire la journée internationale de la drépanocytose. Mais au-delà de cette journée, moi, je voudrais bien que les autorités sanitaires, tout le pouvoir public puissent s'imprégner justement de la mesure de la situation et de pouvoir mener des vastes campagnes de sensibilisation et des dépistages gratuits à l'endroit de la population pour que chacun puisse savoir exactement s'il est porteur de la maladie ou pas. Et en fonction de ça, il pourra choisir le partenaire idéal pour ne pas avoir des enfants qui sont en train de faire la maladie, qui vont vivre avec, malheureusement, qui n'ont pas demandé à naître. Alors, pour refermer cette émission, que doivent faire aujourd'hui alors les pouvoirs publics? Les pouvoirs publics, déjà, comme des ébauches de solutions, on aurait déjà, c'est la sensibilisation. Et c'est ce que le réseau s'est donné pour le faire. Parce que la sensibilisation, la promotion n'est pas le fait seulement que du pouvoir public. C'est à cela que nous contribuons. C'est à cela exactement que la chaîne contribue à informer la population. Et je vous en remercie beaucoup. Et ensuite, c'est de faire en sorte, comme je l'ai dit, le test, il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit. Donc, c'est de faire en sorte que le test soit aujourd'hui, en tout cas, gratuit. Si ce n'est pas possible, de réduire drastiquement. Gratuit et systématique. Voilà. J'allais arriver. Troisième étape, rendre le test systématique. Aujourd'hui, quand on va passer le permis de conduire, on fait ce qu'on appelle le groupe sanguin Rhesus. Justement, ça répond à une nécessité pour des accidentés de la route quand il y a une possibilité de les transfuser directement. Mais ça devait être pareil aussi pour les drépanocytaires. De sorte que quand on se rend à l'hôpital pour faire le permis à la naissance, tel que dans les bilans prénataux, le test de l'électrophorèse pour savoir si on est drépanocytaire ou pas, soit de façon automatique. Mieux pour les couples qui se marient, c'est-à-dire à la mairie par exemple, que le législateur demande à ce qu'on présente ces examens-là pour éviter, parce qu'il n'y a que par ça qu'on peut finir totalement avec la maladie. Très bien. Merci, Dr Youssouf Diomandé. C'est la fin de ce rendez-vous. On a évoqué la prise en charge du malade de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Demain, on va se retrouver encore, mais là pour parler de la prévention. Merci et à demain. Merci beaucoup.